Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette capsule de Cap Diversité. Je m'appelle José-Louis Wolf, je suis professeur en sciences de l'éducation à l'Université libre de Bruxelles et je vous ai préparé une capsule portant sur le thème de la neutralité axiologique de Weber, un concept interprété diversement. Pourquoi cette capsule vidéo? D'une part, parce que le concept de neutralité axiologique vise à rencontrer un certain nombre de préoccupations toujours actuelles chez des chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales, de même que chez des enseignants et enseignantes, mais aussi parce que ce concept de neutralité axiologique a parfois été mal compris. Je vous présenterai en quelques mots le contexte historique. Je m'attacherai à développer le concept de neutralité axiologique lui-même et je vous ferai part aussi d'un certain nombre de critiques dont il a été objet. Sur base de tous ces éléments, nous tenterons de dégager quelques éléments de synthèse et de conclusion. Voici quelques exemples de questions que se posent les chercheurs et chercheuses en formation en sciences humaines et sociales, en sciences de l'éducation ou dans d'autres disciplines apparentées, de même que des enseignants et enseignantes en formation. Dans quelle mesure les valeurs propres aux chercheurs et chercheuses influencent-elles les savoirs qu'ils et elles produisent? La science, en particulier en sciences humaines et sociales, doit-elle être neutre par rapport aux valeurs des chercheurs ou peut-elle, ou même-t-elle, doit-elle être engagée? Existe-t-il une science qui serait engagée ou critique, distincte, voire opposée à une science qui serait neutre? Dans quelle mesure les valeurs d'un enseignant ou d'une enseignante influencent-elles son enseignement? Dans quelle mesure une enseignante ou un enseignant doivent-ils être neutres? Si oui, pourquoi et comment? Et où peuvent-ils être engagés? Si oui, pourquoi et comment? Les questions de ce type se sont déjà posées dès l'origine des sciences humaines et sociales et ont alimenté de nombreuses controverses. Quelques mots sur le contexte historique. Les travaux de Weber sur l'objectivité des sciences sociales prennent place dans un contexte de controverse à propos de l'école historique allemande. Plus précisément, Weber reproche à un de ses principaux représentants de négliger la distinction entre économie historique, qui vise à décrire et à expliquer le fonctionnement de l'économie, et économie normative, qui vise à décrire comment devrait idéalement fonctionner cette économie selon les options de la personne. Et donc, il s'agit d'un mélange entre le registre des faits et celui des valeurs, et pour Weber, ceci constitue un obstacle à la clarté du discours scientifique. Par conséquent, Max Weber propose au début du XXe siècle un concept en langue allemande que l'on traduit le plus souvent par neutralité axiologique et parfois par non-imposition de valeurs. Ce concept est valable selon lui pour les chercheurs et chercheuses, mais aussi pour les enseignants et enseignantes. Ce concept a souvent fait l'objet d'interprétations simplistes ou erronées. Que désigne l'expression neutralité axiologique? En fait, Weber n'en a pas donné une définition courte et simple, mais a formulé plusieurs propositions qui se complètent dans un raisonnement que l'on peut résumer approximativement comme suit. Weber opère une première distinction entre les jugements de fait et les jugements de valeur. Les jugements de fait décrivent ce qui est, les jugements de valeur ce qui doit être, selon la personne qui les énonce. Pour Weber, le rôle de la science est de dire ce qui est et non ce qui doit être. Plusieurs citations en attestent. La première insiste sur la distinction entre savoir empirique et jugement de valeur. La seconde sur la distinction également entre connaître et porter un jugement, et il précise que le devoir du savant consiste à voir à la fois la vérité des faits et aussi à défendre ses propres idéaux, mais en dissociant clairement les deux registres.
Deux implications importantes peuvent être tirées de cette première distinction. La première, c'est que la science est le terrain neutre où se rencontrent ceux qui sont au service de la vérité objective, indépendamment de leur parti pris individuel ou de leur conception subjective et en matière de politique, de religion, de morale. La seconde est qu'une science empirique ne saurait enseigner à qui que ce soit ce qu'il doit faire, mais seulement ce qu'il peut faire et le cas échéant ce qu'il veut faire. Si l'on s'en tient à cette seule distinction, plusieurs malentendus sont possibles. Par exemple, l'idée que le chercheur n'aurait pas de valeur ou qu'il devrait les cacher. Or, ce n'est pas ce que Weber a voulu dire, puisque Weber lui-même a eu une carrière scientifique, une carrière politique. Par ailleurs, ces deux propositions n'épuisent pas le concept de neutralité axiologique, comme nous allons le voir tout de suite. Mais revenons sur le sens à donner à ces deux implications. Prenons pour cela des questions d'actualité. Par exemple, faut-il rendre obligatoire la vaccination contre le Covid? Faut-il légaliser le cannabis? Eh bien, la première implication nous dit que des chercheurs, quelle que soit leur opinion ou leur préférence par rapport aux questions posées et à ce qu'il y aurait lieu de faire, doivent pouvoir se rencontrer et dégager une sorte de terrain de controverse proprement scientifique sur les constats et sur les mécanismes explicatifs des phénomènes étudiés indépendamment de leurs options normatives ou politiques. La deuxième option, la deuxième proposition nous dit que les données empiriques ne peuvent à elles seules fonder une politique ou des choix normatifs. Il y a toujours des choix de valeurs sous-jacents. Par exemple, dans le cas qui nous occupe, est-ce que l'on donne la priorité à la liberté totale des individus ou bien est-ce qu'on donne la priorité à une politique collective de sécurité, de santé publique? La deuxième distinction que Weber propose est celle entre rapport aux valeurs et jugement de valeur. Donc la notion de jugement de valeur, nous l'avons déjà abordée. Alors, en quoi consiste la notion de rapport aux valeurs? Pour Weber, il y a deux idées clés. La première, c'est que l'analyse des valeurs est sans porter de jugement normatif est le travail habituel que fait un historien ou un anthropologue qui s'intéresse aux valeurs d'un groupe humain. Et Weber valorise très fort ce type d'approche puisqu'il prône une approche compréhensive. L'expression rapport aux valeurs a aussi un second sens qui est le suivant, c'est que le savant est influencé par ses propres valeurs à chaque étape d'une recherche, que ce soit dans le choix des objets ou des méthodes. Gourcuff rappelle que Max Weber combat la thèse d'une science sociale sans présupposition, car une portion seulement de la réalité singulière prend de l'intérêt, de la signification à nos yeux, parce que seule cette portion est en rapport avec les idées de valeurs culturelles avec lesquelles nous abordons la réalité concrète. Puisque le chercheur ou la chercheuse ont un rapport aux valeurs qui leur est singulier, ceci amène à se poser une question fondamentale qui est la suivante: est-il néanmoins possible de construire un savoir scientifique objectif? Pour Weber, la réponse est oui, mais à deux conditions. La première, c'est qu'il y ait un contrôle des résultats par la communauté scientifique, et en particulier par des chercheurs ou chercheuses n'ayant pas le même rapport aux valeurs. Mais même sans attendre cette forme de contrôle a posteriori, Weber recommande aux chercheurs et aux chercheuses d'adopter une posture de réflexivité qui consiste notamment à expliciter leur propre rapport aux valeurs. L'importance de cette posture de réflexivité a été soulignée par des sociologues comme Bourdieu, qui parle d'objectiver le sujet objectivant, d'objectivation participante ou encore de Fugier lorsqu'il parle d'explicitation des présupposés idéologiques implicites. Par réflexivité, on peut entendre dans un premier sens le mécanisme par lequel le sujet se prend pour objet d'analyse et de connaissance, et pour le sociologue, plus précisément, cette posture consiste à soumettre à une analyse critique non seulement sa propre pratique scientifique, opération, outil et postulat, mais également les conditions sociales de toute production intellectuelle. Ce concept a fait l'objet de critiques
Une première critique émane d'Hilary Putnam, qui critique la distinction entre jugement de fait et jugement de valeur. Pour cet auteur, les termes utilisés pour décrire la réalité sont chargés de valeur. On dira par exemple d'un geste qu'il est violent, qu'il est agressif ou qu'il est pacifique. Et donc, il estime que c'est une distinction linguistique relativement superficielle, la distinction de jugement de fait et jugement de valeur, car à un énoncé de fait s'attache toujours un certain nombre de valeurs. Il n'y a pas de description sans valeur. La prise de conscience de cette difficulté peut conduire à deux attitudes différentes. Soit abandonner cette distinction et avec elle le concept de neutralité axiologique, soit considérer au contraire que cette difficulté rend la distinction certes plus ardue, mais d'autant plus nécessaire, et distinguer malgré tout un vocabulaire à caractère plus descriptif d'un autre où pourrait s'introduire un caractère évaluatif ou normatif. Un autre auteur va encore plus loin dans sa critique, Richard Rorty. Pour Rorty, il n'y aurait pas de possibilité de vérité objective des jugements de fait, car la validité de ces derniers dépendrait des fins de celui qui énonce le jugement. Au lieu de cela, la distinction entre jugement de fait et jugement de valeur, nous avons la possibilité de distinguer les énoncés qui sont subordonnés à telle ou telle fin et ceux qui sont subordonnés à d'autres fins. Il s'agit donc d'une posture extrêmement relativiste et sceptique. Pour Rorty, il n'y a pas de démarcation possible entre science et non-science, et pas de démarcation possible non plus entre des problèmes proprement scientifiques relevant du registre explicatif scientifique et d'autres d'ordre éthique. Et donc, en synthèse et conclusion, je reprendrai ici les propos que tient Alain Beyton, qui nous dit ceci: Weber ne conteste pas l'existence d'un rapport aux valeurs qui oriente le choix de l'objet de la recherche et de la méthode d'investigation. De même, il n'interdit pas, bien au contraire, aux scientifiques d'intervenir dans l'espace public pour contribuer aux décisions portant sur les politiques à mettre en œuvre. Mais il exige du savant, et je souligne volontairement, une probité intellectuelle qui implique une réflexivité quant aux relations entre le rapport aux valeurs et le travail scientifique, et qui exige aussi de préciser aux auditeurs des discours du savant si ce dernier parle en tant que chercheur en formulant des jugements de fait ou s'il s'exprime en tant que citoyen défendant des jugements de valeur. Donc il y a deux implications que l'on peut en dégager. La première est l'importance d'expliciter les valeurs sur lesquelles l'on s'appuie comme chercheur. Donc par exemple, les chercheurs en sciences humaines et sociales, mais aussi les étudiants qui réalisent des travaux de fin d'études, se posent la question de savoir s'il est légitime ou pas de partir de leurs valeurs pour une recherche. Mais oui, certainement. Donc en sciences humaines et sociales, souvent les chercheurs peuvent être animés au départ de valeurs en faveur d'une plus grande justice sociale, d'une émancipation, et donc il est légitime qu'ils développent des recherches inspirées par ces valeurs, mais ce que demande Weber, c'est qu'ils fassent preuve d'une grande probité intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils explicitent leur rapport aux valeurs, à la fois pour eux-mêmes et pour les autres, et qu'ils montrent toutes les précautions prises pour que leur propre rapport aux valeurs ne risque pas de biaiser les résultats d'une recherche. Une deuxième implication est surtout de ne pas présenter les options normatives comme étant une conséquence logique et inéluctable d'une étude scientifique. À nouveau, des données empiriques ne peuvent fonder à elles seules une politique ou des options normatives. Il y a toujours des choix de valeurs sous-jacents que le chercheur ou la chercheuse se doivent d'expliciter. À titre illustratif, vous trouverez dans la bibliographie un article où je tente justement d'expliciter des choix de valeurs sous-jacents à différentes classifications utilisées en sciences de l'éducation. Il s'agit bien entendu d'un thème extrêmement complexe. Je vous donne quelques éléments bibliographiques et cette capsule n'a d'autre ambition que d'être une première et rapide introduction au concept. Je vous remercie vivement pour votre attention et à bientôt peut-être pour une autre capsule de Cap Diversité.